à Frédéric Tinguely de nous avoir rejoints. Frédéric Tinguely, que tout le monde connaît ici, qui est professeur de littérature française à l'Université de Genève et qui a produit d'immenses travaux sur l'écriture du voyage et plus généralement sur l'élargissement des horizons culturels et philosophiques au XVIe, XVIIe siècle. Donc on lui doit un de mes livres de chevet qui est l'écriture du Levant à la Renaissance, qui était de 2000, Le voyageur aux 1000 tours, qui est un livre absolument passionnant sur les ruses de l'écriture du monde à la Renaissance, qui est un petit peu plus récent, de 2014, et la lecture complice, culture libertine et gestes critiques, ainsi que de très nombreux et passionnants collectifs. Je pense à un des plus importants, La Renaissance décentrée, toujours chez Drault en 2008, et puis un numéro de la revue XVIIe siècle qui était sur le voyage en Perse, qui s'intitulait Vers Ispahan en 2018. Et donc, Frédéric Tinguely co-dirige la collection Les Seuils de la modernité aux éditions Drault. Si ton titre n'a pas changé, c'est un regard persan, voilà, sur les relaciones de Don Juan de Persia, alias Urupet, 1604. Merci beaucoup, Anne. Un immense merci aussi à Sylvie et Sargal pour l'organisation de ce colloque et pour l'invitation à y intervenir. Lorsqu'on étudie, comme j'essaie de le faire, la littérature de voyage des années 1480 à 1720 environ, et en particulier celle qui procède des contacts entre l'Europe chrétienne et d'autres civilisations, eh bien, la volonté d'échapper à la lecture d'un corpus ethnocentré, si l'on entend du moins demeurer au sein de la littérature viatique, se heurte à un redoutable obstacle. Un obstacle situé en amont des problèmes de compétences linguistiques, nombreux dans mon cas, qui peuvent toujours être en partie compensés par la mise en place d'équipes polyglottes. Le vrai problème, ce n'est pas tant la difficulté à lire les textes que l'extrême rareté des textes à lire. Et s'il existe évidemment de nombreux documents attestant de présence africaine, américaine, arabe, turque, persane, japonaise ou encore siamoise dans l'Europe de l'époque, il n'y a pas, et là je serais peut-être un peu plus pessimiste que Sargal en ouverture à ce colloque, il n'y a pas, me semble-t-il, à proprement parler, d'ensemble textuel extra-européen que l'on pourrait caractériser comme une littérature de voyage vers l'Europe. Et on se trouve par conséquent face à une profonde asymétrie des corpus, et cela indépendamment même de la situation spécifique des populations sans écriture, comme celle du Brésil ou de la Nouvelle-France. Je vais vous mettre quand même le titre de mon préambule pour créer un effet de suspense. Alors, prenons par exemple le cas plutôt favorable en raison de la proximité géographique et aussi du niveau de culture écrite. Prenons le cas de l'Empire ottoman. Sans doute possède-t-on quelques témoignages tout à fait exceptionnels. La biographie du prince Cem, troisième fils de Mehmet le Conquérant, qui, à la fin du XVe siècle, passe les dernières années de sa vie entre la Savoie, la France et l'Italie. On peut penser aussi aux quelques développements consacrés à Vienne par l'immense voyageur turc Evliya Çelebi, au XVIIe siècle donc, au livre 7 de son livre des voyages, ou Seyahat-Name, ou encore, même si ce texte est déjà rédigé un peu plus tardivement, en 1766, le récit de l'ambassade parisienne de Yirmisekiz Mehmed Efendi sous la Régence. Sans nullement, évidemment, minimiser la valeur de ces témoignages et de quelques autres, il faut bien reconnaître que la disproportion entre le corpus qu'ils parviennent très difficilement à constituer et les centaines de relations occidentales consacrées au monde turc durant la même période demeure assez spectaculaire. Et plutôt que de s'en étonner de façon un peu candide, je crois qu'il faut en déduire que le geste qui consiste à témoigner par écrit, le plus souvent d'ailleurs à la première personne, d'un voyage effectué hors des frontières de sa civilisation, je rejoins ici les questions abordées par Otmar Etier tout à l'heure, ce geste n'a rien d'évident, mais il suppose, outre évidemment la maîtrise de la technologie de l'écriture, une forme de curiosité qui est instituée, acquise, à travers des codes, notamment génériques et rhétoriques, des codes qui sont toujours historiquement et culturellement situés.
Et de ce point de vue, regretter l'extrême rareté des récits de voyage ottomans dans l'Europe prémoderne n'aurait guère plus de sens que de déplorer l'absence de derviches limousins à la même époque. Ou pour le dire autrement, les espoirs que nous formulons de façon tout à fait louable afin de sortir de l'ethnocentrisme sont parfois eux-mêmes ethnocentrés. Et c'est pourquoi ils sont souvent déçus. Lorsqu'ils ne le sont pas, ou pas entièrement, on risque fort de se trouver devant des œuvres dont l'analyse s'avère à la fois très délicate et passionnante à mener, car elle soulève des questions théoriques de grande portée. Et c'est ce que je voudrais suggérer aujourd'hui en m'intéressant aux relaciones de Don Juan de Persia qui paraissent à Valladolid en 1604. Valladolid, où se trouve alors installée pour quelques années la cour de Philippe III. Celui à qui cette page de titre, comme d'ailleurs le privilège de l'ouvrage, accorde pleinement le statut d'auteur, est un Iranien, un Persan, comme on disait alors, qui répondait au nom d'Urushbek avant de se convertir en grande pompe au catholicisme en janvier 1602, sous la protection du roi et de la reine d'Espagne, qui font office, excusez du peu, de parrain et de marraine. Avant d'analyser de près sa relation, il est évidemment nécessaire de retracer même brièvement le parcours qui a été le sien, de sa Perse natale à la cour d'Espagne, une trajectoire qui est évoquée dans l'ouvrage lui-même et qui se trouve corroborée par de nombreux documents externes. Ulugh Bey est issu des élites guerrières de la Perse safavide. Il appartient à l'un des clans de ce qu'on appelle en langue turque les Kezilbash, littéralement les têtes rouges, en raison de leur turban. Il s'agit de la confrérie, à la fois religieuse et militaire, qui au début du XVIe siècle a porté la dynastie chiite au pouvoir. Lorsque Shah Abbas Ier, sur le conseil du célèbre aventurier anglais Anthony Shirley, décide en 1599 d'envoyer une ambassade auprès de plusieurs puissances européennes afin d'essayer de sceller une alliance contre l'ennemi ottoman, eh bien c'est précisément dans les rangs des Kizilbash qu'il recrute son personnel diplomatique. À commencer par l'ambassadeur lui-même, Hussein Ali Bey, dont vous voyez ici un portrait effectué par un des graveurs impériaux de Rodolphe II, de l'empereur donc à Prague, autre portrait ici de Hussein Ali Bey, et accompagnant Hussein Ali Bey, 4 autres nobles, 4 autres caballeros, comme dit le texte joliment, le texte des relationnistes, parmi lesquels donc Ulugh Bey. Et à ces 5 émissaires s'ajoute un groupe de 15 serviteurs et, beaucoup plus encombrant, une troupe d'une quinzaine d'Anglais, dont Anthony Shirley lui-même. On orthographe aussi son nom de famille avec un I, Shirley, C-S-H-I, il y a 2 orthographes possibles. Shirley qui doit apparemment faire office de médiateur, de facilitateur, mais qui va surtout contribuer à l'échec de l'ambassade en entrant sans cesse dans des querelles de préséance avec Hussein Ali Bey, et en lui volant aussi tous les cadeaux destinés à l'empereur, au pape, au roi d'Espagne, etc. Terrible pour un Persan d'arriver sans cadeau. Quoi qu'il en soit, la délégation quitte Ispahan au printemps 1599 et afin de contourner l'immense territoire de l'ennemi ottoman, elle va prendre la route du Nord à travers la mer Caspienne et la Moscovie. Et après un long hivernage à Moscou, où elle séjourne à la cour de Boris Godunov, elle reprend son chemin et gagne le port d'Arkhangelsk sur la mer Blanche, fréquenté depuis un demi-siècle par les marins et par les marchands de la Muscovy Company. Là, la délégation s'embarque sur un vaisseau flamand qui, vous le voyez par la mer de Barents, va, donc, en contournant la Scandinavie par le nord, va déboucher dans la mer du Nord et descendre ensuite vers la Hollande et l'Allemagne. Le voyage se poursuit alors par voie de terre, juste ici les grandes étapes. Après un long itinéraire en terre germanique, l'ambassade arrive en octobre 1600 à Prague, où elle va résider plusieurs mois et être accueillie en grande pompe par l'empereur Rodolphe II. Ensuite, elle va poursuivre vers le sud,
de l'Allemagne, avec la visite d'Augsbourg et de Munich, puis passer en Italie, où elle sera reçue à Mantoue, à Florence, et enfin où elle arrivera à Rome, vous le voyez, au printemps 1601. Le séjour romain, qui est l'un des moments forts de l'ambassade, se caractérise par deux phénomènes importants. D'un côté, le conflit ouvert, puis la rupture entre les Persans et les Anglais de Shirley, qui désormais ne les accompagneront plus dans leur voyage. Et de l'autre, le début d'une série de conversions. Sous l'influence des milieux jésuites, 3 membres de la suite de l'ambassadeur, son secrétaire particulier, son cuisinier et son barbier, décidant, en dépit de ces véhémentes protestations, de se convertir au catholicisme et de ne pas aller plus loin. Et c'est donc sans eux que la délégation persane va reprendre la route pour l'Espagne au fin mai, début juin 1601. Et après des étapes notamment à Gênes, à Avignon, Barcelone et Saragosse, elle arrive en août 1601 à Valladolid, où elle est reçue donc à la cour de Philippe III avec les plus grands honneurs, Ulugh-Beg jouant alors un rôle important dans le règlement des questions protocolaires. Mais l'ambassadeur doit alors faire face à une nouvelle déconvenue, qui est aussi un affront. C'est désormais son neveu, Ali Coulibaly, donc un des 4 Kizilbash présents, qui déclare apprécier les mœurs espagnoles, les cérémonies chrétiennes, et décide de se mettre dans les mains des jésuites. Et c'est donc sans lui que la délégation persane va quitter Valladolid en octobre 1601 et entreprendre de rallier Lisbonne, où il est prévu qu'elle s'embarque à bord d'un vaisseau portugais pour le voyage de retour, donc avec circumnavigation de l'Afrique. Comme l'embarquement n'est pas imminent, la délégation en profite pour visiter différents lieux. Elle passe notamment par Ségovie, par Madrid, par Tolède, et parvient à Mérida, en Estrémadure, où un événement tragique va constituer un nouveau tournant. Alors qu'un grand nombre de curieux s'attroupent à la nuit tombée devant l'endroit où sont logés les Persans, l'un de ces derniers, un al-Faqih, comme dit le texte, c'est-à-dire un docteur de la loi, un religieux, nommé Amir, tente de disperser la foule et est alors poignardé à mort. L'ambassadeur entend évidemment demander justice de ce crime, et c'est la raison pour laquelle, une fois arrivé à Lisbonne, il décide d'envoyer Ulugh-Beg à Valladolid afin qu'il porte ces faits à la connaissance du roi. Or, une fois de retour à Valladolid, Ulugh rend visite à son ami Ali Coulibaly, catéchumène chez les jésuites, et, à en croire les relationnes, se trouve à son tour touché par la grâce. Après son baptême, il retourne néanmoins à Lisbonne auprès de l'ambassadeur, s'y brouille avec lui, on se demande pourquoi, et en ramène encore un autre compagnon, Bunyad Beg, qui l'a convaincu de se convertir lui aussi. Aux 3 conversions romaines que j'évoquais tout à l'heure répondent donc, mais à un tout autre niveau social, 3 conversions espagnoles, celles d'Ali Coulibaly, de Bunyad Beg et d'Ulugh-Beg, qui deviennent respectivement Don Felipe, Don Diego et Don Juan de Persia. Quant à l'ambassadeur, il ne lui reste plus qu'à regagner la Perse et à rendre compte du fiasco de sa mission auprès de Shah Abbas. Pas facile. Alors, venons-en maintenant aux relationnes qui paraissent donc en 1604, 2 ans seulement après la conversion d'Ulugh-Beg. L'ouvrage est composé de 3 livres, les 2 premiers proposant une description générale de la Perse, ainsi qu'une histoire de la dynastie safavide, incluant certains épisodes de la guerre contre les Turcs, auxquels Ulugh-Beg et son père d'ailleurs ont participé. Et ce n'est que le 3e livre qui propose véritablement un récit de voyage, celui qui a mené l'auteur de Perse en Espagne, un récit de voyage doublé d'un récit des différentes conversions que j'ai évoquées. Le voyage dans l'espace géographique se superpose ainsi une sorte d'itinéraire spirituel. Il est évidemment inconcevable que Don Juan de Persia ait acquis en seulement 2 ans une maîtrise du castillan et des codes rhétoriques et stylistiques nécessaires à la rédaction d'un tel ouvrage. Comme il le reconnaît lui-même dans sa dédicace au roi, il a bénéficié de l'aide de celui qu'il appelle le licenciado Raymond, lequel signe de son côté une épître adressée à Don Álvaro de Carvajal, grand aumônier de Sa Majesté, dans laquelle il se présente comme le traducteur d'une relation écrite par Don Juan
en langue persane. Or, ce licenciado Raymond, qui se prénomme Alonso, est une figure de polygraphe connue dans le monde littéraire et théâtral du siècle d'or. Formé chez les Jésuites, puis en théologie à l'université d'Alcalá de Henares, il est l'auteur de nombreux ouvrages de piété ou d'éloquence sacrée, ainsi que de plusieurs comédies religieuses ou historiques. Il est proche de Lope de Vega, de Tirso de Molina, ce qui me ramène à un autre Don Juan, Tirso qu'il rejoindra en 1605 dans l'ordre de la Merced. Alors, ces éléments et quelques autres nous font comprendre que les Relaciones n'ont évidemment rien du témoignage spontané d'un persan sur son pays et sur sa découverte de l'Europe. Il s'agit d'un ouvrage probablement commandé, rédigé avec le soutien du pouvoir royal et sous influence de la Compagnie de Jésus, pour mettre publiquement en scène des conversions qui doivent consacrer le triomphe du christianisme sur l'islam. Au-delà des simples questions linguistiques et rédactionnelles, les interventions du licenciado dans l'écriture des Relaciones s'opèrent selon deux modes privilégiés. D'un côté, il greffe tout un savoir géographique et historique de nature humaniste sur la description de la Perse donnée par Don Juan, dont on peut penser qu'il ne faisait pas spontanément allusion à Strabon ou à Petrus Appianus dans la description de son pays. Et de l'autre, le licenciado ne cesse d'inscrire la trajectoire de l'Ouzbek dans un chêne providentiel qui vise à édifier le lecteur. On peut voir un exemple assez spectaculaire de ce corsetage idéologique dans le commentaire qui accompagne le récit de la conversion du neveu de l'ambassadeur. Je vous le donne ici dans ma traduction. À la vérité, et c'est ainsi qu'il faut le présumer et croire, l'heure était venue où le puissant Dieu, qui sut et put d'une main ouvrir les eaux de la mer Rouge et faire passer à pied sec les enfants de son peuple, de l'autre refermer ces mêmes eaux sur les satrapes et princes d'Égypte, où ce même Dieu voulut montrer en Espagne qu'il pouvait et savait, des lointains confins de l'Asie, attirer les cœurs les plus rebelles vers les confins de l'Europe, et là, en faire de la cire molle pour les gratifier et les fondre à la chaleur de la doctrine évangélique. Ça sonne assez peu perçant. Jusque dans cette métaphore de la cire, d'ailleurs, on peut voir la trace de l'anthropologie jésuite et de son insistance bien connue sur la malléabilité de l'être humain, laquelle doit être mise au profit de la vérité chrétienne. Alors, s'il fallait s'en tenir à de tels passages, la réponse à la question posée dans le titre de mon exposé, un regard perçant, ne pourrait être que négative. Mais en réalité, les choses me paraissent plus complexes et plus intéressantes, de sorte qu'une lecture attentive permet soit de faire apparaître certaines perspectives proprement persanes, soit d'identifier des zones d'instabilité, d'ambiguïté, où l'assignation d'un point de vue relève d'un choix herméneutique, et donc est elle-même une question de point de vue, d'une certaine façon. Alors, voyons rapidement quelques exemples, en commençant par les lignes mêmes qui suivent le passage édifiant que je viens de citer, et dans lesquelles Don Juan prend quand même soin d'évoquer la réaction qui a été la sienne et celle de l'ambassadeur en apprenant le désir de conversion du neveu de ce dernier. Voilà ce qu'il écrit. « L'ambassadeur et nous, en tant qu'infidèles, étions très affligés, mais nous nous divertîmes en voyant les réjouissances et les fêtes, et au bout de 2 mois, Sa Majesté fit envoyer à l'ambassadeur une chaîne d'or qui pesait 500 écus, etc., etc. » Si le texte ne s'attarde pas vraiment sur la déception et la frustration des Persans, et s'il s'applique à les relativiser en évoquant les compensations offertes et acceptées sur un plan tout temporel, il n'en reste pas moins qu'il restitue, même brièvement, la réaction musulmane à ce projet de conversion au catholicisme. L'énoncé « l'ambassadeur et nous, en tant qu'infidèles, étions très affligés » enveloppe en quelque sorte la perspective musulmane du je narré dans la perspective chrétienne du je narrant. C'est un chrétien qui parle, mais qui, d'une certaine façon, se montre fidèle à son point de vue d'infidèle. Regardons de près un autre exemple où la question religieuse se trouve impliquée. Il s'agit de ce tragique épisode de Mérida que j'évoquais tout à l'heure, où un religieux persan est poignardé à mort par un habitant du lieu. À la suite du récit de ce crime commis par un homme, nous dit le texte, effronté
et de mauvaises graines, c'est comme ça que je traduis, des malas entrañas, un mauvais fond, de mauvaises viscères. Le texte des Relaciones évoque brièvement, mais de manière significative, les obsèques de celui qui était un descendant du prophète. Et ainsi, nous enterrâmes l'Al-Faqih Amir à la manière de Perse, avec les cérémonies de là-bas, dans un champ, chose que toute la ville alla voir et qui causa beaucoup de rire. Il est difficile, je crois, de ne pas voir dans cette dernière notation la marque d'une indignation légitime que la métamorphose d'Uruşbek en Don Juan de Persia n'est pas parvenue à effacer. Certes possible que ces rires, qui nous paraissent si obscènes, n'aient pas gêné le licenciado Raymond ni le public espagnol auquel s'adressent les Relaciones, et qu'ils aient même suscité chez eux une sorte de sourire complice sur fond d'islamophobie partagée. Mais la mention de ces rires funéraires dans les Relaciones, juste après la dénonciation du crime, me paraît tout aussi bien relever d'une perspective critique, d'un regard authentiquement persan, et ce d'autant plus qu'à l'époque, dans le royaume safavide, les ambassades occidentales sont placées sous la protection efficace du Shah et ne sont jamais exposées à ce genre d'hostilité. Donc tout à fait choquant pour un Persan de penser que des ambassadeurs ou une délégation aient pu être traités de la sorte. Essayons maintenant de voir, indépendamment des questions religieuses, dans quelle mesure les Relaciones posent sur les réalités européennes un regard extérieur, en partie décentré. La chose est délicate à évaluer et peut difficilement être ramenée à une tendance générale. Ce que nous disent à la fois la dédicace du licenciado, nous l'avons vu, et le texte même des Relaciones, c'est qu'Uruşbek tenait une sorte de journal de voyage. Mais tout ce qu'il consignait n'a certainement pas trouvé place dans le texte final. Si celui-ci contient par exemple une évocation des singularités de Prague, tout à fait susceptible d'intéresser son public, il ne propose en revanche aucune description des monuments de Rome, qui n'ont sans doute pas laissé Uruşbek indifférent, il dit d'ailleurs les avoir visités, mais qui sont déjà connus et relativement peu intéressants pour des Espagnols cultivés. On peut ainsi supposer que la curiosité du voyageur ne laisse de traces textuelles que lorsqu'elle rencontre celle de son collaborateur et de ses lecteurs. Et c'est ce qui semble se passer dans les développements consacrés à Prague, qu'il s'agisse des tigres et des lions de la ménagerie impériale ou du célèbre pont Charles. Je vous donne ici une brève description. Ce pont a 400 pas de long, je les ai comptés, et ce pays est si froid que la rivière, malgré sa taille, était gelée comme de la pierre. Et ainsi, il n'y a maison, si pauvre soit-elle, qui ne possède un poêle. L'admiration du voyageur oriental peut aisément trouver son prolongement ici, chez le public castillan. Prague est décrite en raison de son caractère doublement exotique, en quelque sorte, pour un regard persan comme pour un regard espagnol. Dans une configuration habituelle, l'effort descriptif du voyageur est fonction d'un coefficient d'altérité qui se mesure par rapport à son monde de départ, son monde de référence, lequel est aussi celui de ses destinataires. Les carnets de voyage de Uruşbek, s'ils ont existé, devaient sans doute obéir à cette seule logique. Mais évidemment, tout est reconfiguré à partir du moment où le voyageur décide de changer de monde, et par conséquent de destinataire aussi. Et c'est désormais le monde d'arrivée qui tente à s'imposer comme nouveau cadre de référence à l'écriture du voyage. Ce processus ne peut toutefois aboutir à une substitution totale, à un effacement complet de la première configuration. D'abord parce que les identités ne se remplacent pas l'une l'autre, mais tendent plutôt à se cumuler, à se stratifier, à se croiser, comme le dit bien le nom métis de Don Juan de Persia. Et ensuite, de manière plus pragmatique, parce qu'un texte écrit ou une expérience vécue selon un ancrage déterminé en porte toujours la trace, même infime, malgré toutes les opérations de filtrage imaginaire. Bien qu'écrites sous contrôle idéologique, les Relaciones de Don Juan de Persia demeurent en partie tributaires du regard et des notes de Uruşbek. Cela s'observe notamment dans le fait, a priori peu cohérent avec ce que je viens de dire à propos de Prague et de Rome, que la Castille fait l'objet de certaines descriptions détaillées dont on peut penser
qu'elle n'apporte pas grand-chose en termes d'information au public espagnol. On n'a plus alors affaire à la rencontre de deux curiosités, mais bien à une convergence entre la curiosité du voyageur et la fierté patriotique du public. Rien en effet ne saurait mieux flatter le narcissisme castillan que le spectacle d'un étranger s'émerveillant devant les beautés du pays. Et là encore, cette récupération d'une admiration sans doute réelle se fait selon des formules diverses, où l'on repère des interventions plus ou moins lourdes du licenciado. La longue description de l'Escurial, sans doute parce que le lieu est associé au pouvoir royal, est truffée de notations que l'on peut difficilement imputer à un regard perçant, qu'il s'agisse du vœu d'édification fait par Philippe II lors de la bataille de Saint-Quentin, des différents ordres de colonnes, doriques, ioniques, corinthiennes, ou encore du fait que l'édifice doit être considéré comme la 8e merveille du monde, surpassant toutes les autres. Même si Olojuel a certainement été impressionné par le gigantesque palais-monastère, on a l'impression que son témoignage est comme recouvert d'un vernis laudatif à destination du pouvoir royal. Bien qu'elle soit également élogieuse, la description de Ségovie, qui précède de peu celle de l'Escorial, semble plus fidèle à l'expérience du voyage. Don Juan commence par indiquer que le corregidor de la ville, donc le maire ou le responsable politique de la ville, est sorti à la rencontre de l'ambassade pour l'honorer en compagnie de plusieurs caballeros, et Don Juan poursuit ainsi. Et moi, comme toujours depuis mon départ de Perse, comme j'avais le projet d'écrire tout ce que je verrais durant ce voyage pour le rendre public en Perse, je fis en sorte qu'il nous montre les 4 choses curieuses que compte cette ville. Et la description de ces 4 curiosités, la Virgen de la Fuencisla, l'Alcázar, l'aqueduc romain et la Casa de Moneda, ne fait appel à aucun savoir particulier, à l'exception d'une information sur la Vierge que Don Juan dit bien avoir obtenue en réponse à une question posée à un religieux. Surtout, le voyageur semble avoir admiré l'impressionnant aqueduc de Ségovie. Je ne sais pas si vous connaissez Ségovie, mais c'est vraiment... on ne peut pas le manquer. Hein. Il semble ne pas l'avoir impressionné ne pas l'avoir admiré pour son origine romaine, en fait, mais simplement pour sa taille et la construction elle-même. Voici ce qu'il écrit. La 3e chose notable de cette ville est un pont maçonné en pierre de taille, fait entièrement de pierre vive, sans mortier, au-dessus duquel passe toute l'eau nécessaire à la ville. Il est si long qu'il a plus de 200 arches, et à certains endroits aussi hautes que 2 pics. Vous voyez, cette description assez rudimentaire est justement significative, parce que Don Juan y passe complètement à côté de l'origine prestigieuse de l'aqueduc, qui serait évidemment une sorte de fierté dans une perspective espagnole. Et donc, contrairement à ce qui s'observe dans la description de l'Escorial, le texte des Relaciones semble ici restituer une expérience vive, dégagée de tout mortier idéologique. Je conclus brièvement. Ce que je voudrais suggérer au terme de ce parcours, qui sera évidemment enrichi d'autres exemples pour la publication, c'est que le texte des Relaciones, par l'instabilité de son ancrage, par son caractère parfois même indécidable, est peut-être, paradoxalement, plus décentrant qu'un récit qui nous proposerait un renversement de perspective unique. Sans doute serait-il intellectuellement confortable de réduire les Relaciones au fait par ailleurs incontestable qu'elles relèvent de la propagande jésuite et qu'elles instrumentalisent la figure de Don Juan. Mais une lecture attentive, une lecture rapprochée, ne saurait s'en tenir à la thèse, à mon avis, demi-habile de la ventriloquie ou du ventriloquisme. On en revient au travail de Ginsburg que tu évoquais tout à l'heure. Une lecture attentive ne saurait refuser toute parole, toute agentivité à Don Juan, dont le point de vue donne souvent l'impression de percer sous le vernis idéologique appliqué par le licenciado Raymond. Lire les Relaciones de façon exigeante, c'est par conséquent sortir de sa zone de confort pour se demander constamment qui fait entendre sa voix. C'est accepter d'être ballotté entre différents foyers, de se mettre à l'écoute d'une polyphonie subtile
où, sous les apparences officielles, s'entremêlent les voix du licenciado Raymond, de Don Juan et encore et toujours de Louchbec. Je vous remercie de